Je suis très content d'être ici. J'ai gardé dans l'exposé, vous verrez, il y a quelques questions pour vous, exprès pour vous. Je pense qu'elles sont dures. Donc, voilà. Donc, j'espère que je vais réussir à vous intéresser. Alors, voilà de quoi je vais parler. Je parle en français, tout le monde comprend? Les slides sont en anglais. Ah, je parle plus fort. Donc, je vais parler de tout ça. Je vais parler de recherche, de parcours dans les graphes. Et c'est un peu long, donc j'espère avoir le temps de parler de tout ça. Sinon, il y aura les slides. Et donc, alors dans le titre, je parle de structure de graphes. Voilà ce que j'appelle une première image des graphes, des classes de graphes qui me plaisent bien. Alors, par exemple, on trouve les graphes d'intervalle et toutes les variantes qu'il y a des graphes d'intervalle. Donc, toutes ces classes qui sont sur ce tableau, elles sont toutes héréditaires. C'est-à-dire que si vous prenez un sous-graphe d'un graphe chordal, c'est un graphe chordal. Si vous prenez un sous-graphe d'un graphe parfait, c'est un graphe parfait. Donc, les graphes de comparabilité, ce sont ceux qui s'orientent transitivement. Les co-comparabilités, c'est leur complémentaire. Et puis, voilà, donc, voilà ce que j'appelle les... J'ai mis ça dans le titre, donc j'ai mis un beau dessin. Maintenant, j'en parle plus, sauf quand je rencontrerai ces classes dans les algorithmes qu'on va regarder. Alors, en fait, par rapport à vous qui êtes des théoriciens, moi, je suis plutôt un praticien, entre guillemets. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de faire des algorithmes qui marchent éventuellement sur des graphes gigantesques. Et puis, j'ai une question que je me pose, c'est pourquoi les algorithmes gloutons marchent si bien? Je ne suis pas le seul à me la poser. Par exemple, les gens qui ont mis en place Parcoursup, ils ont mis en place une façon de calculer gloutonnement, un couplage, une affectation, et ils espèrent que ça va marcher. Donc, je ne suis pas le seul à me poser ces questions. Et je crois que Claire Mathieu a prouvé que l'algorithme de Parcoursup convergeait rapidement vers l'optimum. Bon. Alors, on a un certain nombre d'itérations, mais justement, le problème, c'est le nombre d'itérations. Si l'itération prend une semaine, si ça converge en octobre, c'est peut-être pas... Bon, on verra. Voilà. Donc, je vais parler politique. J'avais promis à Cyril de parler politique. Je vais parler politique. Bon. Et donc, en fait, moi, je fais que des algos linéaires. De temps en temps, j'en ai écrit des en N3, ouais, mais j'ai un peu honte. Et en fait, donc, à chaque fois, j'essaye d'avoir des idées de structure de graphes pour pouvoir faire des algorithmes. Mais des fois, je ne suis pas toujours au courant je ne comprends pas toujours tout, et vous verrez, il y a plein de questions que je me pose. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un graph search? Ben, on peut imaginer qu'on a une fourmi sur un graphe et qu'elle passe d'un sommet à l'autre en traversant les arêtes. Voilà, c'est tout. Et on suppose que le graphe est connexe, sinon on s'embête. Et alors, voilà donc l'histoire. C'est tout ce que je connais comme dans l'histoire décrit sur les problèmes de graphes, recherche de graphes. Mais je pense que si on met un mec à manger dans un labyrinthe, il finira un jour par réinventer le parcours en profondeur pour sortir du labyrinthe s'il a à manger. Donc je pense que dans l'histoire, il y a sûrement des gens qui ont fait des parcours, mais ils n'ont pas trop laissé de traces écrites. D'accord? Et le truc intéressant, c'est ça. Avant 1891, un certain Fleury avait obtenu le meilleur algorithme pour calculer un tour eulérien, et que cet algorithme, il n'est même pas dans les bouquins maintenant. Dans certains bouquins de graphes, ne connaissent même pas l'algorithme de Fleury, qui disait la chose suivante: pour calculer un parcours eulérien, vous faites juste un parcours en profondeur sur les arêtes, et vous empilez les arêtes. Et quand vous dépilez, vous écrivez l'arête, et si le graphe est eulérien, vous aurez un parcours eulérien. C'est simplissime, et si vous regardez dans les bouquins de terminale où on explique ça, monstrueux, par rapport à ce simplicisme, parcours en profondeur sur les arêtes. Donc on empile les arêtes, on passe d'un point à l'autre. Voilà, donc alors je vais parler un peu du point 7, et puis donc les parcours, c'est Targent, dans les années 70, a utilisé à fond le parcours en profondeur qui était inventé en 1880. Donc voilà, par exemple, c'était quand les gens sont tombés sur les problèmes de labyrinthe, Tari et Trémo, ils avaient en fait découvert plus ou moins les parcours en profondeur. Et donc,
ce qui est intéressant, c'est que Tari est un Australien qui publie en français. Bon, enfin, voilà. Ça se fait plus trop maintenant. Bon, et voilà, donc en fait, on peut voir un parcours de graphe comme, effectivement, on se balade, mais souvent, il y a une structure d'arbre en dessous. Souvent, on peut se poser la question de l'implémentation. Mais ça, aujourd'hui, j'en parlerai pas. On peut éventuellement essayer de voir si les animaux font des parcours de graphes. Amos Corman, chez nous, il a une ERC pour travailler là-dessus, sur les fourmis. On peut se poser des problèmes, ce qu'on a vu hier avec Sophie Laplante, que les problèmes de... Est-ce qu'il existe un chemin de X à Y dans un graphe? C'est un des problèmes complets pour un certain nombre de complexités. Donc il y a des problèmes de reachabilité dans beaucoup de domaines de la complexité. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est considérer les parcours comme des mécanismes qui produisent un ordre sur les sommets. Alors, l'ordre de visite. Donc, et étudier ça systématiquement. Alors l'avantage, c'est que si vous avez un graphe qui a 1 milliard de sommets, vous pouvez toujours faire un parcours et puis laisser éventuellement des petits cailloux sur chaque sommet qui correspondent à le numéro de passage, en fait. Et ça va marcher sur des graphes immenses sans avoir besoin d'avoir de grandes structures de données. Et l'ordre de passage, en fait, il va être important. Alors, prenons le premier exemple simple, parce qu'au début, on commence simplement. Le premier exemple, c'est ce que j'appelle le parcours générique. On part d'un point, on visite un point, et suivant, en traversant une arête. Et la seule condition, c'est qu'on doit prendre une arête qui relie un sommet non visité à un sommet déjà visité. Donc, par exemple ça, par exemple ça, par exemple ça. Voilà. Donc, ça, c'est un parcours que j'appelle générique. On pourrait l'appeler aléatoire si on choisissait aléatoirement le prochain voisin. Et bien, en fait, l'ordre de visite n'est pas n'importe quoi. Voilà le parcours. On pourrait mettre un aléatoire dans le choix. Et c'est un vrai algorithme. Mais il y a une condition. C'est-à-dire, on peut caractériser l'ordre de visite obtenu par ce parcours générique comme ça. Si on a 3 sommets dans l'ordre de parcours de la gauche vers la droite, et si on a une arête de A vers C, mais pas d'arête de A vers B, eh bien on sait qu'il existait un sommet qui a été vu avant B. Voilà. Et donc, en fait, si un ordre vérifie pour tous les triplets cette condition, alors il existe un parcours qui satisfait cet ordre. D'accord? Donc, on peut caractériser l'ordre de parcours. C'est pas n'importe quel ordre. Ensuite, si on ajoute des règles pour choisir le nouveau sommet à visiter, eh ben, on va avoir tous les parcours classiques, parcours en profondeur, en largeur, un parcours sur des graphes valués de Dijkstra, et puis plein d'autres. Et en fait, les parcours diffèrent tous, par rapport au parcours générique, de la façon de choisir le nouveau sommet à visiter, donc ce que j'appelle un tie-break. Okay? Et par exemple, si on prend BFS, parcours en largeur, en fait, on gère les sommets avec une structure de fil, et là, la condition est la suivante. Si la propriété de BFS, c'est s'il existe ABC, tel que AB n'est pas une arête et AC une arête, et bien il existe un D avant A qui est relié à B. Et donc, il y a un si et seulement si. Un parcours va être un ordre de BFS si et seulement si l'ordre sur les sommets vérifie cette propriété. Et cette propriété, je vais l'utiliser dans la suite, donc, comme caractérisation en fait, de parcours. Et alors BFS, on va voir, ça va servir pour calculer des diamètres, et puis ça donne une structure en niveau dans un graphe, puis c'est aussi utilisé par exemple pour les problèmes de flow. Et maintenant, je vais passer au suivant, qui est un raffinement de BFS, et qui simplement dit, je vais ajouter du lexicographique. Donc ça, c'est un algorithme dû à Tarjan, dans les années 70, et qui fait la chose suivante. Les sommets sont étiquetés par des mots, d'accord? Et chaque fois que je pars de n à 1, et chaque fois que j'ai que j'explore un sommet, il a une étiquette, et je transmets son étiquette à tous les voisins non visités. De cette manière-là, je l'ajoute en fin de mot. D'accord? Et à chaque fois, le sommet que je dois visiter
il est lexicographiquement max. Et donc cette propriété lexicographique ajoute beaucoup de propriétés au parcours en largeur. Alors juste un exemple, donc, supposons qu'on parte de 7, on met 7 à tous les voisins, et donc lexicographiquement max, on peut prendre celui-là, celui qui est à gauche, et puis on va mettre 6 à ses voisins, et puis 5, et ainsi de suite. Et là maintenant, vous voyez, on avait le choix entre 6, 5, 6 et 5, 4, on est obligé de prendre 6, 5, et puis voilà, ça va se terminer comme ça. Voilà le LexBFS, ce qu'il fait sur ce graphe-là. Et on voit bien que, en revenant un peu en arrière, on voit bien que ce truc, c'est un parcours en largeur, puisque tous les 7 seront avant, lexicographiquement, tous les 7 seront avant tous les autres sommets. Donc on fait bien, les niveaux à partir de 7 vont bien être respectés. Donc c'est un parcours en largeur. Et voilà. Et donc, mais aussi, on peut avoir une caractérisation. Et la caractérisation est la suivante. C'est que, toujours dans le même schéma, si on a la configuration AC mais pas AB, eh bien, il existe un D qui est non seulement avant A, mais relié à B, mais pas relié à C. Donc la configuration est plus exigeante et ça caractérise donc les parcours LexBFS. D'accord? Donc les preuves sont assez simples, mais le seul truc qui n'était pas simple, c'est de se poser ces questions. Et ce qui est marrant, c'est qu'on s'est posé ces questions dans les années 80, enfin, non, 2008, le papier est en 2008, donc on pourrait enseigner ça en licence, c'est ce que je fais d'ailleurs, mais c'est des questions qu'on aurait dû faire avant. Alors, la propriété essentielle de LexBFS, on va la voir comme ça, c'est que si j'ai, à un moment donné, un ensemble d'arêtes, un ensemble de sommets, pardon, qui ont les mêmes étiquettes dans ce que j'ai déjà visité, hein, c'est ce que j'appelle un ensemble de tie-break, ils sont tous les mêmes étiquettes avant de, voilà. Et bien en fait, sur cet ensemble-là, sur le sous-graphe engendré par cet ensemble-là, on va avoir en fait un vrai LexBFS. Et alors en fait, la preuve, elle se fait avec un petit dessin, assez simplement, par la condition, si on a notre ensemble S comme ça, d'accord, et supposons qu'on est à l'intérieur de la configuration, un truc comme ça. A, C, et nous on arrête B. On a un truc comme ça. Alors on sait qu'il existe un D, comme ça, qui est relié à B et pas à C. Comme il existe ce D, par la condition des 4 points sur LexBFS, en fait, et comme ils ont tous les mêmes étiquettes avant, D est forcément dans S. Et D étant forcément dans S, la condition sur les 4 points, elle est vérifiée sur le sous-graphe G de S. C'est le sous-ensemble des sommets qui, à un moment donné, ont la même étiquette à gauche. Tie-break 7, ils ont les mêmes étiquettes à gauche. D'accord? Non, c'est sur G2S, il se comportera comme un LexBFS. Je fais mon ordre complet, mon parcours complet, mais si j'isole le sous-ordre, ça sera un LexBFS normal. Donc les sommets d'avant n'ont aucune influence. Et ça, c'est pas du tout vérifié par le parcours en profondeur. Si à un moment donné, vous pouvez choisir quelqu'un, bah, si vous l'avez choisi, ça va changer le sous-graphe des gens sur lesquels vous deviez travailler. Donc en fait, c'est pas vrai pour les autres parcours. Et donc ça, c'est ce qui explique pourquoi LexBFS marche si bien pour reconnaître des classes de graphes héréditaires. Puisque on l'utilise très souvent dans les preuves. Et alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est pour ça que je fais cette preuve, c'est que cette preuve, je la fais sur l'algorithme sans voir l'algorithme, juste avec la condition sur les 4 points. Donc on oublie complètement l'algorithme, l'implémentation. On sait que si on a un ordre qui vérifie cette condition, c'est un LexBFS, et on peut donc travailler sur les parcours en oubliant complètement les programmes. Ok, donc ça c'est intéressant. Et alors on peut faire plein de choses avec les LexBFS. Pratiquement toutes les classes sympas de graphes, on va avoir un algorithme qui les reconnaît avec un LexBFS. Okay, toutes les classes qui sont héréditaires, ça va bien marcher. Et bon, par exemple, le dernier sommet dans LexBFS, c'est simplicial, c'est le graphe cordal, il y a plein de trucs comme ça. Et alors, si on regarde so far, où est-ce qu'on est? On a là. DFS, je ne vous l'ai pas fait, mais c'est assez clair que si jamais on a la configuration AB, AC,
forcément, il existe un D, et le D, il est entre A et B, parce que c'est un parcours en profondeur. Je n'ai pas mis... Et donc, quand mon copain Derek Cornils a vu ça, il s'est dit, mais il en manque un. Il en manque un des parcours. Et voilà, il manque celui-là, où on impose en plus que D n'est pas relié à C. Il est sorti le parcours est sorti de ce petit dessin. D'accord? Il est lexicographique des First Search. Et bon, ben, il y a... Bon, voilà, on va dire qu'un ordre, il est s'il vérifie cette propriété, voilà. Et en plus, on a même un programme. On a un algo. Et la seule différence avec... c'est qu'au lieu d'aller de n à 1 dans l'XBFS, on va de 1 à n, et au lieu de mettre l'étiquette derrière, on la met devant. C'est la seule différence. D'accord? Donc, on a un outil, mais on n'a rien, on n'a pas d'application. D'accord? Et j'en ai encore d'autres, mais je ne parlerai pas aujourd'hui, mais j'ai 2 outils comme ça, alors qui sont très faciles à faire. Je les ai obtenus en me gourant dans un cours. J'ai fait un mauvais coupé-collé et j'ai mélangé l'XBFS et l'XDFS. Donc je suis allé de 1 à n en mettant l'étiquette derrière. Et puis l'autre, il y en a 2 autres encore, mais sur lesquels je les ai appelés l'XDown et l'XSup. J'ai aucune application. Mais ils existent, il n'y a pas de raison. La combinatoire du programme fait qu'ils existent, ils doivent avoir des propriétés. Alors, au bout de quelques années, on a fini par trouver... Alors, juste pour vous montrer comment ça marche. Voilà, donc, supposons qu'on parte de A et on choisit B. Voilà. On arrive, on a visité, on a mis le numéro 1 à A et 2 à B, et on met les étiquettes devant. Donc, on a E à l'étiquette 2 et C à l'étiquette de 1. Donc, forcément, on va en C. Okay. Ensuite, quand j'ai visité C, j'ai mis l'étiquette 3, il a transmis son 3 devant l'étiquette 1 et devant l'étiquette 2, en D et en E. Donc forcément, on choisit E. Ah non, oui, c'est ça, E. Et puis après, on choisit un D. Donc voilà, si vous voyez, c'est bien un parcours en profondeur, hein, et avec des conditions. Alors, donc, ça ne nous a pas été si évident de trouver d'application à ça. Et puis, vous allez voir, en fait, ça cherche des longs chemins. Et donc, en gros, ça nous a servi à calculer les longs chemins. Et en particulier, ça nous a servi à faire, j'espère avoir le temps de montrer comment ça marche, à faire un algorithme qui résout le problème du chemin hamiltonien sur une classe de graphes, ceux qui sont de co-comparabilité. Donc, minimum pass cover, c'est comment je peux couvrir mes sommets avec le minimum nombre de chaînes. Donc s'il n'y en a qu'une, c'est que le graphe était hamiltonien. Si la réponse est 1, c'est que le graphe est hamiltonien. Donc, sur certaines classes de graphes, l'XDFS va nous donner la solution en un passage. Et puis, il y a des gens qui l'ont utilisé pour faire parce qu'on voit bien que s'il y a une clique, il va d'abord se propager dans toute la clique avant de sortir, avec la propriété du lexicographique. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent? On a des parcours, 4, et puis on a ces histoires d'ordre. Et puis maintenant, donc, je vais vous montrer une application. Alors, je n'avais pas prévu d'en parler quand j'avais fait mon abstract, mais finalement, je trouve que c'est tellement beau que j'en parlais. Puis surtout, on a eu plein de résultats nouveaux. Donc, je vais vous parler de ça pour vous montrer que, en fait, on sait vraiment faire des algos sur des très grands graphes. Pas simplement... par exemple, s'il y a 1 milliard de sommets, je peux faire des parcours et calculer des diamètres. Donc, qu'est-ce que c'est que le diamètre d'un graphe? C'est... vous prenez un graphe non orienté, pour commencer, et on va considérer, pour chaque sommet, toutes ces plus courtes distances aux autres sommets. Donc on calcule toutes les plus courtes distances entre les points, et l'excentricité d'un sommet, c'est la distance max à partir de ce sommet, et puis le diamètre, c'est le max de distance max, et le rayon, c'est le minimum de distance max. D'accord? Donc un centre, c'est un sommet dont l'excentricité est égale au rayon, et puis on pourrait dire extrémal si son excentricité est égale au diamètre.
Alors, on voit quand on regarde cette définition que la distance, c'est une espèce de mine, et pour l'excentricité, c'est une espèce de max. Donc, on a des choses, le diamètre, c'est max, max, min. Et donc, on se pose la question, comment je vais pouvoir calculer ça en temps linéaire ou en temps efficace? D'accord? Et qu'est-ce qu'on sait là-dessus? On n'a que des bornes triviales, que le diamètre, il augmente si j'enlève des arêtes, forcément, j'enlève des possibilités de chemin, qu'il y a cette borne entre le rayon et le diamètre. Bon, ça c'est assez trivial. Ensuite, on a deux cas particuliers. Si on a un chemin, le diamètre, il est égal à 2 fois le radius, le rayon, pardon. Et si on a un cycle, eh bien en fait, tous, le rayon et le diamètre, c'est la moitié du cycle, en gros, et tous, ils sont à la fois centre et extrémaux. Donc, les cycles, c'est vraiment les mauvais exemples pour le diamètre, parce qu'ils sont tous centres, bon, c'est le plus mauvais exemple. OK? En fait, on pourrait se dire, si on a le diamètre qui est égal à 2 fois le rayon, alors on devrait avoir une forme d'arbre, mais c'est faux. Il y a des exemples bizarres où les graphes, on ne sait pas trop quels sont les graphes pour lesquels le rayon, 2 fois le rayon égale le diamètre. Alors, pourquoi s'intéresser au diamètre? Bon, pour rigoler d'abord, mais aussi parce qu'il y a des tas de définitions. Par exemple, dans tout le distribué, quand on fait une diffusion d'un message, eh bien, le temps de la diffusion, ce sera 2 fois le diamètre en fait. Là, on arrête la diffusion quand on a 2 fois le diamètre. Donc, on peut se poser la question, comment je calcule le diamètre? Et voilà, donc, quelques vagues applications. Et alors, je ne sais pas si ça marche. Vous croyez que ça marche si je clique là-dessus? On essaye? J'autorise. Voilà. Ça marche pas? J'en ai un aide. Si. Donc vous trouvez, juste pour vous montrer sur ce site, donc si vous voulez le diamètre du monde, ça va de là à jusque là. Et là, ce qui est marrant quand on regarde ce site, c'est qu'on ne peut pas aller de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord en bagnole. Ça, c'est le réseau qu'on utilise, c'est le réseau routier. Et donc, voilà, et vous verrez des... Ça, c'est la plus longue route possible. Alors, il y a 2 routes, il y a en temps et en distance. Ce ne sont pas les mêmes, il y a 2 options. Alors, parce que des fois, vous avez l'autoroute qui est plus courte ou plus longue, mais bon, il y a 2 options. Où est-ce que tu mets tes sommets? Alors, qu'est-ce que c'est? On utilise OpenStreetMap, on utilise un logiciel qui est une concurrence à Waze, où les gens ont carrément dit quelles étaient les routes qui étaient à côté de chez eux. Et il y a quand même 80 millions de sommets dans ces graphes-là. Et alors, les sommets, c'est les gens? Les sommets, c'est les routes. Les gens ont décrit, dans le monde, les gens ont décrit le réseau routier à côté de chez eux. Et à force, on a un réseau routier... bon, voilà. Donc, vous pouvez regarder après. Hein. Voilà. Et donc, c'est ça le logiciel qui nous donne... Pardon. C'est ça le logiciel qui nous donne... attends. Tac. Voilà, c'est ça le logiciel qui est gratuit et qui nous donne ces grands graphes, en fait, pour essayer... Alors que ces réseaux routiers sont assez merdiques pour le diamètre parce que, justement, par exemple, au Texas, c'est parfaitement régulier. C'est une espèce de grille. Et donc, c'est pas très bon pour nous. Et les pires des réseaux, c'est certaines îles où il y a effectivement quasiment une route qui fait le tour, c'est quasiment un cycle. Et donc, il faut tester beaucoup de points. Donc, voilà. Donc, ça donne Donc, vous pouvez tester nos algorithmes là, si vous avez le temps. OK? Alors, les questions qu'on m'a posées plein de fois, c'est, mais alors, toi qui es informaticien, tu dois savoir comment on calcule... tu as bien un programme pour le diamètre. Et effectivement, est-ce que c'est pareil de calculer le diamètre, le centre et les rayons? Bon, tout ça, c'est des questions qu'on m'a posées plein de fois. Alors, à la fin, j'ai fini par y réfléchir. Et alors, en fait, il y a un rapport entre... il y a effectivement des bornes inf entre le rayon, le centre et le diamètre. Et alors, si on est bête, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser
pour chaque point, on fait un BFS. On a n BFS. Chaque BFS étant n plus m, on a n plus m, et voilà, on y arrive. Alors on peut faire un peu mieux. Il y a toujours des papiers où on arrive à diviser par un log supplémentaire le truc, mais en fait, c'est pas très bon, on n'a pas d'algorithme linéaire. Et voilà l'algorithme qui m'est arrivé rapidement, mais il était déjà connu, mais ça fait rien. C'est de dire, voilà, je fais 2 BFS. Et on va voir cette idée, elle est assez naturelle. On fait un parcours et après, on en fait un deuxième à partir du premier parcours. Donc, je fais un premier BFS, je pars de n'importe où, j'arrive en U, et je recommence un BFS à partir de U, et je dis que ça, c'est une bonne approximation du diamètre. Alors, pourquoi c'est une bonne approximation du diamètre? Parce que, en fait, l'idée, c'est ça. Si mon graphe est une patate, je pars du milieu, j'arrive sur un bord, et après, je vais retraverser le graphe. C'est ça l'idée de l'intuition. Alors, il y a quand même un peu mieux, c'est que si c'est un arbre, ça marche. C'est déjà pas mal. Déjà, vous pouvez démontrer que ça marche. Si ça marche, en fait, avec le théorème de Jordan, vous savez que tous les chemins extrémaux de l'arbre passent par le centre, ou les centres. Donc, le premier parcours, il va passer par le centre et ça va terminer en un point qui est le plus loin du centre. Et si on repart, on va passer d'un point qui est le plus loin du centre à un autre point le plus loin du centre. Donc, les deux parcours marchent. Mais pas toujours. Là, si je m'y prends mal, eh ben, je vais louper le diamètre en faisant mes 2 parcours. D'accord? Donc ça, c'est quand même pas terrible. Bon, c'est pas un algorithme. OK? Mais on sait quand même des choses. Alors, avec des copains, Mathieu Latapi et Clémence Pénin, on avait eu l'idée de dire, ben, c'est très aléa, ça de dire, voilà, on va prendre alpha égale 1000, on va prendre 1000 fois un point, et on fait ce truc-là. Et là, ça marchait vachement bien. Ça marchait vachement bien parce que on avait pu calculer le diamètre de grands graphes. Attends, okay. Donc ce que tu dis, c'est ce que ça veut dire, ce truc-là. Oui. Tu parles l'algo réalité. Pardon, voilà. L'aléa, c'est le choix du premier sommet. Ouais, premier sommet. Et donc ça veut dire que dans ton graphe, il y a un sommet tel que si tu l'entends. Oh non. Ça marchait bien, on avait une estimation à un près du truc. Attends, ça va venir. J'en dirai plus après. Donc, c'était assez performant, mais c'était pas... Bon, voilà. Et c'était tellement performant qu'on a envie de continuer. OK? Et voilà, donc, si on regarde ce qui se passe sur les graphes Cordeau, toujours mon histoire de structure de graphe. Sur les graphes Cordeau, en fait, c'est des graphes Cordeau, c'est des graphes qui n'ont pas tout cycle de longueur supérieure ou égale à 4, tout cycle de longueur supérieure ou égale à 4 a une corde. Donc vous voyez, en fait, les seuls cycles, et puis celui-là, il y a encore un cycle de longueur 4, il y aura encore une corde. Donc tous les cycles qui existent, ils sont triangulés quelque part. Donc avant, ils s'appelaient les triangulés en français, les graphes Cordeau. Et donc, ce qu'on peut montrer sur les graphes Cordeau, c'est qu'avec 2lex BFS, on a le diamètre à 1 près, et qu'avec même, on n'a même pas besoin du lex, c'est plus facile avec des BFS. Donc on peut savoir sur les Cordeaux, avec mes 2 petits parcours, à 1 près, la valeur du diamètre. OK? Donc l'algorithme, pour moi, il est justifié parce que derrière, les structures, bon, les classes particulières de graphes, ça commence à marcher. Ensuite, eh ben, c'est la merde. Comment c'est la merde? En fait, il y a des graphes Cordeau pour lesquels on n'arrivera pas à trouver ce plus 1 facilement. Par exemple, un graphe comme ça, qui est une clique et des sommets qui sont extérieurs et qui sont accrochés un peu à la clique. Le diamètre, il peut être 2 ou 3. Alors, comment il est 2 ou 3? C'est-à-dire, il suffit qu'un ensemble d'attachements d'un sommet XI soit disjoint d'un ensemble d'attachements d'un sommet XJ. Dans ce cas-là, vous ferez XI la clique, une arête dans la clique et vous sortez. Et bon, ben ça nous rappelle un problème, celui-là, disjoint 7 problèmes. Disjoint 7 problèmes, vous avez une collection de sous-ensembles et vous voulez savoir s'il en existe 2 qui s'intersectent. Pas. Donc l'intersection est vide, pardon. D'accord? Donc quelle est la taille de ce problème? C'est l'ensemble de sommets et puis les tailles des ensembles. Donc en gros, la taille du graphe bipartite d'incidence de cette famille de parties à X. OK?
Et ça, c'est un problème assez connu. Et donc, si je sais résoudre en temps linéaire sur mes graphes chordaux le diamètre, je sais résoudre en temps linéaire ce problème. Voilà. Donc là, ça calme. Et donc, et bien en plus, je vais vous faire une réduction, parce que Sophie, la plante, elle les a évitées, les réductions, mais là, vous y aurez droit. Donc, je vais vous montrer que ce problème, en fait, si cette conjecture est vraie, il n'existe pas d'algorithme pour le diamètre des graphes chordaux, enfin des super simples graphes chordaux en temps linéaire. Celle-là, qu'il n'existe pas, la Strong Exponential Time Hypothesis, SETH pour les intimes. C'est-à-dire, on dit que pour un problème CASAT, il n'existe pas un algorithme en 2 puissance n moins epsilon, et le epsilon ne dépend pas de k. Il faut regarder dans Wikipédia, c'est pas tout à fait écrit comme ça, mais c'est assez merdique qu'ils ont écrit depuis. Mais on peut. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on ne sait pas si c'est vrai, ça se trouve, c'est faux. Mais si j'arrive à trouver un algorithme linéaire pour mon diamètre, j'aurais résolu cette conjecture, par la négative. Donc, c'est peut-être. Bon. Alors, comment je fais ça, je fais cette réduction parce qu'elle est rigolote. On part d'un problème NP complet et on va s'en servir sur un problème polynomial. C'est étrange quand même, d'accord? Alors, comment on fait? On prend une instance de stat avec 2 n variables. Ouais. Il y a les variantes. Ça dépend du mec qui l'a écrit, hein, d'accord? Moi, je prends celle-là, elle va aller plus facilement de mon calcul. Bon, donc voilà, juste pour donner l'idée, on a 2 n variables. On va séparer les variables en 2 paquets, de x1 à xn et de xn plus 1 à x2n. Et puis on va ajouter 2 sommets supplémentaires. Et alors, donc on va considérer tous les affectations des valeurs 0, 1 de vérité sur les n variables, puis tous ceux sur les n plus 1 variables. L'autre n paquet de n variables. Donc ça fait un sacré paquet de truth assignment. Et on va construire ça, les ensembles A et B. Donc pour chaque affectation des valeurs de vérité en T, on associe ST, qui est l'ensemble des clauses qui ne sont pas satisfaites par ce truc. D'accord? L'ensemble des clauses non satisfaites. Et on ajoute A, pour qu'ils s'intersectent tous en A. Et puis on fait la même chose pour ceux qui sont sur B, c'est-à-dire les n plus 1 variables. Bon, c'est toujours chiant de faire les preuves de complexité comme ça, mais voilà, donc on a les S d'un côté, ils s'intersectent toujours parce qu'il y a A, ceux de l'autre côté, ils s'intersectent parce qu'il y a B, et s'il existe un USV qui ne s'intersecte pas, forcément, il y en a un pour les n premières variables et un autre pour les n plus 1 pour le deuxième paquet de variables, et ben on a tout fait pour. S'il ne s'intersecte pas, c'est qu'il existe un truth assignment qui vérifie, qui satisfait l'ensemble des clauses. OK? Et donc, alors la réduction, elle est énorme parce qu'on construit un graphe exponentiel quelque part, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, si on fait le calcul maintenant, voilà, donc la propriété, c'est ça. Mon instance est satisfiable. Si on a trouvé 270 joints, et bien en fait, si je compte les trucs, le nombre de sommets, je peux construire mon graphe. Ça va être plus petit que 2 puissance n plus 2. 2n, plus que 2 puissance 2n. C'est ce que la taille de la donnée, c'est il y a 2 n variables. Hein. Donc, je peux construire ce graphe sans violer la clause, la complexité. Et puis, s'il existe un algorithme qui serait en nm 1 moins epsilon, alors je peux violer SETH. Voilà l'idée. Parce que le produit des deux, le produit NML, si vous le faites, eh ben, ça fait un peu moins que 2 puissance 2n. Donc, c'est grosso modo l'idée. Donc, en gros, il y a eu beaucoup de papiers là-dessus sur des réductions entre problèmes polynomiaux via des conjectures sur SAT. Hein, parce qu'il y a plusieurs variantes de la conjecture. Là, j'ai parlé de la strong, mais il y a une autre conjecture. Et à chaque fois, on se débrouille pour faire une transformation. Même si, par exemple, vous me dites, oui, mais là, 10-27, c'est un problème particulier, ben, je peux transformer le problème du diamètre d'un graphe en aussi directement SETH. Donc,
Là, ce sera, est-ce qu'un diamètre de graphe est 4 ou 5 et SETH. Donc on peut faire tout un tas de trucs comme ça. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ça doit paraître difficile de trouver un algorithme linéaire pour le diamètre de tous les graphes. Et du coup, on a pas mal d'autres problèmes qui tombent, problèmes qui sont souvent utilisés, qui vont tomber sous ce coup de cette conjecture. Mais pas tous. Par exemple, des problèmes comme la fermeture transitive, l'existence d'un triangle ou d'un ensemble indépendant, on ne peut pas faire de réduction à SETH. Voilà, donc ça fait une espèce de coupure entre les problèmes de graphes qui ont un algorithme en NM, dans le plus mauvais cas. OK? Voilà. Alors, la question intéressante sur laquelle il y a des papiers tout le temps à Soda, dans ma construction, je construis un graphe qui a beaucoup d'arêtes. Est-ce que si mon graphe est sparse, par exemple un graphe planaire, est-ce que ça marche encore? Rien ne dit, on pourrait avoir un algorithme linéaire pour les graphes planaires sans violer la conjecture de SETH. OK? Donc, ça, c'est une belle question. Et, il y a plein de gens qui ont regardé ça. Alors, les graphes planaires, ça peut être très compliqué. Il peut y avoir, vous imaginez une grille avec plein de trous un peu partout. Donc, vous pouvez faire des graphes planaires très compliqués. Pour le diamètre. Hein. Et, déjà les faire en temps sous-quadratique, ça a été fait récemment. Oui, c'est fait récemment. Ça Ouais. Ouais. C'est pas quelque chose. Voilà. Donc, je dis que c'est une belle question. C'est pour ça que les questions que je mets en rouge, souvent, c'est des belles questions. Hein. C'est très chaud, là. Il y a plein de gens qui bossent. Hein. Puisque, effectivement, on a vu, on a une réduction. Là, pour les graphes planaires, on ne peut pas appliquer la réduction. Donc, voilà. Alors après, on a eu une autre idée que j'appelle la méthode des quatre parcours. Alors, donc l'idée, c'est ça. On part d'un point, paf, on fait un BFS, on retraverse, et là, on se dit, le milieu, c'est peut-être intéressant. On sait que ce point, il est au moins entre B1 et A1, et on recommence à partir de M1, un parcours, paf, on en a deux, et en B2. Et donc là, c'est 4 parcours, et on prend la meilleure valeur des 4. OK? Alors, qu'est-ce que ça fait, ce truc-là? En fait, je dis d'où on a eu l'idée. C'est qu'en fait, pour les graphes chordaux, on peut calculer le rayon en temps linéaire pour une histoire de partie entière. Parce qu'on ne va pas avoir SETH à cause sur les graphes comme par exemple 10-27, parce que la partie entière de 2 et 3, on va s'en sortir, on arrivera à calculer le rayon. Par contre, on ne sait pas calculer le diamètre. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait pour les graphes chordaux, Chepoy et Dragan? Il calculait, il disait, quand j'ai fait mes 2 parcours, là, en fait, le centre, il est au milieu, il a un sommet du milieu, il est dans le voisinage du milieu. OK, donc c'est cette idée que j'ai mis en place dans cette méthode, quoi. Parce que dans les graphes chordaux, en gros, ce point-là, il n'est pas loin du centre. Bon, donc essayons ça sur tous les graphes pour voir ce qui se passe. Et en fait, si on applique, si on programme, on peut se débarrasser des 1000 exemples. Ça a les mêmes valeurs que les 4 parcours ont les mêmes valeurs que les 1000 exemples. Donc ça devient sacrément plus puissant, quoi. OK? Alors, c'est toujours pas un algorithme. C'est en essayant de démontrer que c'est un algorithme que j'ai trouvé ce truc barbare. Et bien, ce truc barbare, on trouvera, si on s'y prend mal, on ne trouvera jamais. C'est à un près, mais on trouvera. Parce que c'est un graphe chordal, c'est donc à un près, mais on ne le trouvera jamais. Enfin, jamais. Enfin, pas trouver d'astuce pour le trouver. Sinon, j'aurais résolu SETH. OK? Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je ne vais pas vous montrer cette base de données, mais cette base de données, il y a plein de graphes. Donc, j'ai appliqué la méthode des 4 parcours sur la base de données. Voilà, et voilà ce que j'ai obtenu. Alors, le diamètre snap, c'est celui qui est annoncé dans l'entête du graphe. Regardez ce que j'ai obtenu. Alors, j'étais quand même sacrément inquiet parce que c'est quand même Stanford, c'est Stanford. Hein, donc, comment c'est possible? Alors, qu'est-ce que... Ils ont recueilli des graphes de partout. De partout. Alors, il y a des graphes du web, il y a des graphes de partout. Il y a vraiment toutes sortes de graphes. Il y a des citations Arkin, on dirait. FTM. Ouais, et toi, il y a des graphes qui viennent de tout partout. Il y a de tout. Il y a des graphes orientés, des non orientés, il y a de tout. Hein. Donc, mais moi, j'ai mis ceux où je trouvais plus qu'eux. Un diamètre plus grand qu'eux.
Et alors, je me suis dit, mais merde. En fait, t'étais censé pas dépasser plus 1, c'est ça? Ben non, oui, c'est ça. Non, d'être moins. Parce qu'on trouve toujours, on trouve toujours des bornes inférieures. On n'a jamais la valeur exacte en cas de parcours. Il pourrait y avoir un chemin qu'on n'a pas vu et qui est un peu plus long. D'accord. Et donc, t'es pas censé trouver plus que le Mais j'ai pas censé trouver plus. Donc, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, oh merde, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, ben, on s'est gouré dans notre programme de BFS, forcément. Donc, on a demandé à un autre de nous passer son BFS pour qu'on essaye. C'était pareil. Alors, en fait, bon, après, j'ai écrit un algorithme qui calculait le truc exact. D'accord? Et là, en fait, non, c'est pas ça. Ça, c'est toujours les mêmes. Et après, en fait, ce que j'ai vu, c'est, on était un peu bête, de dire comment on peut trouver autrement qu'eux. Puis après, on a vu qu'il y avait une petite étoile dans le truc, qu'en fait, c'était pas le diamètre qui donnait. Il faisait 1000 random BFS. Donc, pas con, les mecs, ils faisaient 1000 random BFS. Et en fait, et ce que j'aime bien, c'est que 4 parcours qui sont parfaitement dépendants les uns des autres, ça bat 1000 random BFS. C'est peut-être pas là que je dois le dire, mais bon. Mais c'est marrant. Hein. Donc, voilà. Bon, oui. Quand tu dis aléatoire, est-ce que c'est aléatoire uniforme parmi l'ensemble des BFS ou est-ce que c'est... Ils choisissent un sommet de départ aléatoirement. Alors, je ne sais pas vu comment ils ont programmé leur aléatoire. Je ne sais pas. Ça induit une distribution uniforme sur l'ensemble des BFS? Non, probablement non. Ça serait horrible à faire, la distribution uniforme sur les BFS. Bon. C'est pas la fin de l'histoire. Laissons continuer le. Bon. Alors en fait, le truc intéressant, c'est ça, pour montrer la force de 4, c'est que si je prends un point et je me pose la question, est-ce qu'il est l'extrémité d'un BFS, c'est NP complet. Donc quand je fais mes 4 parcours, en fait, je vais dans des points qui ne sont pas accessibles facilement. Parce que je pars de points qui sont... donc il y a une certaine connaissance quand j'ai fait un premier BFS, l'extrémité a une certaine information. D'un BFS, ok. L'extrémité d'un BFS. Voilà. Alors, en fait, si je veux certifier mon résultat, je me suis dit, comment je vais faire? Est-ce que je vais vérifier que le chemin que je donne, c'est le plus long chemin? Eh bien, en fait, c'est aussi compliqué que de calculer un BFS. Alors, je peux faire un BFS qu'un autre copain me donne, mais je peux aussi faire un truc comme ça, c'est vérifier que l'ordre que j'ai mis sur les sommets vérifie la propriété des 4 points. S'il vérifie la propriété 4 points des BFS, ce que je peux faire en temps linéaire, ça justifiera que mon parcours, c'est un BFS. Donc voilà, donc on revient avec les conditions des 4 points. C'est une façon, sans avoir besoin d'aller chercher un autre copain, tu vérifies que c'est quand même un autre programme que celui du BFS. On espère que tu ne vas pas te tromper dans ce programme-là. Tu vérifies que l'ordre de visite des sommets est bon. Ok. Voilà. C'est du N4, c'est ça? Non, N, c'est linéaire pour BFS et DFS. Mais la vérification? La vérification, c'est linéaire. Linéaire aussi? Linéaire. L'exercice L3. Non, c'est vrai, c'est un bon exercice de programmation. Il faut réfléchir un peu, mais on n'a pas besoin de... Par contre, pour l'ex-BFS et l'ex-DFS, je ne sais pas si c'est linéaire. Je n'ai pas de linéaire. D'accord? Donc là, c'est un bon exercice, un super exercice. Voilà. Donc, alors là, c'est là où c'est intéressant. Si maintenant je regarde les vrais diamètres que je sais calculer et ceux que j'avais par le truc, il n'y a que 2 erreurs. Vous voyez? Il y a celle-là, ah ouais, une grosse erreur, et celle-là, sur un petit exemple. Donc c'est pas si mauvais que ça, mes 4 parcours. Parce que... Alors du coup, j'ai rencontré Vladi à la photocopieuse et je lui ai dit il y a quelques années, tu peux pas m'aider à montrer quelque chose sur la probabilité? Et sa réponse c'est, oh, c'est beaucoup trop compliqué ton truc. Donc je vous transmets la question. Donc, il m'a dit, oh là là, c'est beaucoup trop compliqué. Mais je lui ai dit, c'est simple, il n'y a que 4 parcours. Bon, mais... Attends, là, la proba, elle est en supposant le graphe fixé et une loi sur la... Ouais, enfin, dire quelque chose. Parce que je sais qu'il y a des Israéliens qui travaillent sur property testing qui ont démontré que les 2 parcours donnent le diamètre avec une meilleure probabilité si le graphe est dans un tel modèle. Il y a déjà un premier résultat, ça. Mais là, j'ai 4 parcours. Et tu nous as pas montré un exemple de graphe dans lequel ça pouvait jamais donner le bon résultat? Ah, si je me prends mal à chaque fois, si mes BFS vont dans le mauvais coup. Tu vois, s'ils prennent les mauvais choix à chaque coup. T'as quand même des choix. Ouais, j'ai quand même des choix.
je pourrais partir du bon sommet et tout est réglé. D'accord? Bon, donc ça, c'est une belle question. OK? Alors après, on a fait un algorithme qui était de complexité NM, mais parce qu'il fallait absolument tester vérifier qu'on avait vraiment la bonne valeur. En fait, on fait ces 4 parcours et après, on vérifie qu'on ne peut pas faire mieux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le dernier arbre du dernier parcours, de celui qui donne la plus long. Et on part des feuilles et on essaie de voir si les feuilles n'ont pas... On fait des BFS à partir des feuilles et puis un test d'arrêt. Et ce truc-là, eh ben, ça marche super bien. Parce que les copains italiens, ils ont pu calculer le diamètre de Facebook avec cet algo en 17 BFS. Alors ça veut dire quoi? Parce que la distance moyenne entre deux personnes dans Facebook, c'est 4 points quelque chose. Même ça a baissé maintenant. Et ils avaient trouvé un chemin de 41. Alors pourquoi? Parce que j'imagine que Facebook, c'est une grosse patate, et puis il y a quelques trucs qui pendouillent, mais pas trop. Il n'y a pas trop de sommets extrémaux. Très loin, isolé de tout le reste. Donc du coup, l'algorithme fonctionne assez bien. Bon. 17 BFS, c'est pas beaucoup, parce qu'il y en a 4 pour trouver la valeur, et puis après, 13 pour vérifier que c'est la bonne. OK? Donc, en fait, souvent la méthode de 4 parcours donne la bonne solution, mais le truc, c'est de s'en convaincre. C'est ça qui est difficile. C'est là où on bouffe du temps de calcul. OK? Alors, bon, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Une île, une carte routière d'une île, c'est le bordel. On va faire plein de BFS. Enfin, plein, un peu plus que 4, quoi. Pour la Corse, c'est vraiment le bordel en Corse, on a bien 1000 BFS pour la Corse. Parce que souvent, à la Corse, il vaut mieux... On ne peut pas passer par le centre. Donc, il faut faire le tour de l'île. OK? Donc, voilà. Et alors après, on a fait un autre algo. Celui-là, c'est, je pense, le meilleur programmé actuellement. Et il marche très, très bien. C'est en fait une généralisation de la méthode des 4... Bon, alors, je vais juste dire comment on fait. En gros, l'idée, c'est ça. C'est qu'on calcule en même temps le rayon et le diamètre. Et à chaque fois qu'on a calculé des excentricités de sommet, et puis on espère s'arrêter avant d'avoir calculé l'excentricité de tout le monde, et puis à chaque fois, le nouveau sommet qu'on considère, c'est celui qui maximise la somme de la distance au sommet qu'on a visité. Ça, c'est pour le diamètre, et puis pour le rayon, on prend celui qui minimise. Voilà, donc à chaque fois, on fait 2 parcours, et on maintient donc, et en chaque sommet, on maintient une borne sup et une borne inf de l'excentricité, et on s'arrête quand on n'a pas calculé toutes les excentricités, mais qu'on sait qu'il n'y aura plus de sommet qui pourra faire mieux que ce qu'on a trouvé comme rayon, et plus de sommet qui pourra faire mieux que ce qu'on a trouvé comme le diamètre. D'accord? Donc en fait, cette technique, elle est vraiment très efficace. Et donc c'est des algos qui marchent sur des graphes. Par exemple, sur des graphes avec 1 milliard de sommets, il n'y a aucun problème. Alors, nous, en utilisant les machines de l'INRIA, la difficulté, c'est de mettre le graphe en mémoire centrale. Mais une fois que le graphe est en mémoire centrale, ça peut prendre 1 heure ou 2. Une fois que c'est en mémoire centrale, c'est quelques secondes pour calculer ces algos. Okay? Alors depuis, on a un truc récent, c'est pour ça que j'en parle. On a compris pourquoi ça marchait bien tout ça. Et en fait, ça marche bien parce que c'est dans les graphes que l'on rencontre souvent, les derniers sommets de l'XBFS sont en très petit nombre. Donc, et on a réussi à montrer qu'on avait des algos dont la complexité était bornée par la taille de cet ensemble. Voilà. Et en fait, on a même fait un peu mieux, c'est-à-dire que si vous utilisez toujours le même ordre sur les successeurs d'un sommet que vous parcourez, cet ordre sur les successeurs va faire que, par exemple, il y aura très très peu de derniers sommets. Alors, en discutant avec Guillaume Chapuis, ça revient à dire, c'est vous considérez votre graphe comme un graphe sur une surface, et puisque vous orientez les successeurs, et donc par exemple, si je prends un arbre, je peux montrer qu'il n'y a que 2 extrémités de l'arbre qui peuvent être atteintes comme BFS. Il y a plus de sommets. Puis si je compte l'ordre, si à chaque fois je prends le même ordre sur les voisins. Donc ça explique que dans tous les graphes qui marchaient bien, ce truc-là est tout petit, quelques dizaines de sommets. Voilà. Donc on a maintenant un peu mieux compris. Et en fait, on a mieux compris en se posant des questions de comment je vais certifier mes résultats. Et certifier les résultats, c'est produire un ensemble de sommets
Et si je fais des BFS de ces sommets-là, alors je pourrais valider les résultats non seulement du diamètre, du rayon, mais aussi de toutes les excentricités. Donc on s'est posé ces questions, et en fait on s'est rendu compte que pour certains graphes, les certificats sont énormes, et là on ne peut rien faire. Si vous prenez le cycle, le certificat c'est tous les points. C'est 1 point sur 2, je ne sais plus. Donc voilà, ce graphe, on ne peut rien en faire. Mais s'il a un petit certificat, les algorithmes peuvent le trouver. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on fait actuellement. Et alors maintenant, je vais vous montrer des grandes applications. Alors, si vous prenez un jeu à la télé qui est Kevin Bacon Game, en fait, on demande à des gens, on leur donne un acteur, un nom d'acteur, un deuxième nom d'acteur, on leur dit voilà, trouvez la distance entre ces deux acteurs dans le graphe des films et en général, l'idée c'est que ça va être moins de 6. Et en fait, on a trouvé, puisqu'on a le graphe des acteurs, on a trouvé qu'il y avait un chemin de longueur, je ne sais plus, 8 je crois. Donc c'est pas entre deux acteurs américains. Mais le problème, c'est ce truc par des films turcs à un moment donné. Donc c'est piégeant pour les pauvres candidats. Et je pense que, remarque, les présentateurs, ils ne savent pas qu'il y a ce chemin-là. Voilà. Donc c'est très important de savoir calculer le diamètre de grands graphes. On peut passer à la télé si on veut. Ensuite, on a calculé, par exemple, on avait un graphe de Twitter que l'INRIA avait acheté. Et donc, il y avait quand même 500 millions de sommets, pas mal d'arêtes. Et alors, forcément, quand c'est un graphe orienté, on s'intéresse à la composante fortement connexe géante. Et donc, on avait trouvé un diamètre 150. Mais on peut calculer, c'est ça qui est intéressant. Exactement. OK. Donc, voilà les papiers qui disent tout ça. OK. Et maintenant, s'il n'y a pas de questions sur le diamètre, je vais passer à deux jolies conjectures. Sur l'ex-BFS. Donc j'ai parlé de BFS, maintenant je vais parler de l'ex-BFS. Il me reste du temps? Ouais. 7 minutes. Ah ouais. Bon, alors bon, c'est pas la peine de remettre l'ex-BFS, mais regardez, donc ça c'est un exemple de l'ex-BFS, et donc avec des étiquettes, on voit ce qui se passe, et on s'est posé la question, si vous prenez un graphe sur les ordres, l'ex-BFS, et vous mettez une flèche d'un ordre d'ex-BFS à un autre, s'il y a une ex-BFS qui vous y amène. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment. Voilà, donc en fait, un certain Simon, il a introduit une règle pour enchaîner les parcours l'ex-BFS. Et donc, pour aller d'un ordre à un autre. Alors, le pauvre, il avait utilisé cette règle dans un algorithme, mais l'algorithme est faux. Donc, mais quand même, il a eu l'idée géniale de cette règle. Donc, il faut lui reconnaître l'idée géniale. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est que j'ai fait un premier parcours. Et le deuxième parcours, si j'hésite entre deux sommets qui ont le même taille, qui sont dans le tie-break, je prends l'ordre précédent. Je garde l'ordre précédent. Donc, j'utilise l'ordre. Je me dis que si dans l'ordre précédent, j'ai mis A avant B, ben si je ne sais pas les séparer quand ils dans le deuxième, en revenant, je pars du dernier, je reviens, je garde le même ordre. C'est pas con comme règle. Donc, voilà, par exemple, je pars de sigma 0, on me donne un ordre qui pourrait venir d'un parcours, et puis, donc, mon ex-BFS, il va produire un ordre, c'est toujours le même genre d'idée, et alors, on part du dernier, ok. Le dernier, il a deux voisins B et F, je regarde B et F, donc c'est F, je prends F, je garde l'ordre, je le parcours dans ce sens-là, je garde l'ordre F, F est avant B dans ce sens-là, et donc je mets F comme ça. D'accord? Donc en fait, mon tie-break, il est complètement défini par le parcours précédent. Et donc, qu'est-ce qui se passe si j'enchaîne? Ça va finir par cycler. Oh, il est fort, lui. Donc en fait, voilà, donc l'idée, c'est ça, on construit une suite d'ordres, et puis, et c'est parfaitement déterministe, il n'y a plus de tie-break là. C'est un truc à l'autre. Et donc, comme il y a un nombre, voilà, bon, alors je prends le maximum des trucs, partant de n'importe où, et bon, c'est quoi ce truc-là? Alors, en fait, c'est souvent 2. Ok? Ouais. Mais j'ai réussi, même sur là, c'est 2. Par contre, je peux faire des trucs plus grands. Voilà, je vais faire un truc plus grand. Là, c'est 3.
Mais j'ai travaillé beaucoup pour obtenir un truc à 3. D'accord? Et ensuite, je sais faire à 4. J'ai un cycle à 4. Bon. Et je n'ai pas vraiment réussi à généraliser ces trucs-là. Bon. Mais avec ça, quand même, je peux montrer que le nombre peut être assez grand. Okay? Donc je peux faire des constructions que je peux faire des nombres assez grands, okay? En les assemblant comme il faut. Alors je vais arriver vite fait à ma conjecture. Voilà. Ma conjecture est la suivante. Si je prends un graphe quelconque et que je fais ça, je continue, je fais des LexBFS jusqu'à plus soif. Eh bien, en fait, ma conjecture, c'est ça. Si mon graphe est de co-comparabilité, alors le cycle est de taille 2. Alors, bien entendu. Non, au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps, je ne sais pas quand. Entre deux ordres. J'alterne entre deux ordres. Alors, bien entendu, j'ai essayé sur des millions de trucs. Hein. Mais je n'ai pas essayé de manière sérieuse, parce que je peux les générer, mais ils n'étaient pas aléatoirement uniformes, ceux que j'avais générés. Donc, je testais quand même. Donc, voilà. Donc, un graphe de co-comparabilité, il est défini par un ordre comme ça. Il a un ordre de gauche à droite qui n'a pas cette obstruction. Et alors, je vais arriver à la question, un truc intéressant. Voilà, hop. Ce qu'on a démontré, c'est que si je fais ça, si je fais le LexBFS plus, au bout de n fois, je tombe sur un ordre de co-comparabilité. Donc ça veut dire que c'est un algorithme qui va orienter transitivement mon graphe complémentaire. Donc en fait, on ne peut pas faire mieux. Il y a un contre-exemple, il y a un plus mauvais cas en n, en haut de n, disons. Et donc, voilà la question. Combien de temps il faut le faire pour arriver comment ça converge? Quand est-ce qu'on a un ordre de concomp? Et si je fais ça, vous voyez, l'idée dans les graphes de co-comparabilité, c'est ça, on part de n'importe quel ordre et puis on fait des LexBFS et au bout d'un certain temps, on tombe dans un ordre qui est une orientation transitive du complémentaire, ce qui est intéressant. Et donc, voilà l'algorithme qu'on pourrait faire. Si la conjecture est vraie, que ça se termine toujours par deux ordres, on aurait le plus bel algorithme d'orientation transitive. Et on vérifie qu'on est en train de boucler entre deux ordres. Et bon, alors je n'ai pu démontrer la conjecture que dans des petits cas. Mais j'ai des espoirs. Et c'est vrai même dans des graphes qui ne sont pas de co-comparabilité. Donc voilà, donc en fait, voilà, donc il y a plein de trucs. Pour plein de graphes, ça marche. Sur les graphes d'intervalle, les graphes propres d'intervalle, tout un tas de trucs. Et donc la deuxième question, c'est maintenant que je suis dans les co-comparabilités, combien de temps il faut pour arriver sur un cycle? Donc voilà, là j'ai besoin de votre aide pour ces questions-là. Hein. Il ne faut pas faire comme vous l'a dit et dire. Part d'un ordre quelconque. Ouais, alors donc je sais, ou même de concomp, là, toi, je suis. Non, d'un ordre quelconque, là, ouais, d'un ordre quelconque. Là, on peut poser la question comme ça. D'un ordre quelconque, combien de temps je le fais? Et je vais tomber sur le cycle. Vous voyez, si vous prenez un graphe complet, non orienté, les LexBFS, en fait, ils vont aller d'une à l'autre, d'une permutation à sa permutation inverse, et ça va retourner. Donc en fait, pour un graphe complet, c'est un ensemble de cycles de longueur 2, de circuits de longueur 2, ce graphe. Le graphe entre les LexBFS. Mais, voilà. Donc c'est intéressant comme point de vue. Donc c'est de la théorie, mais si c'est vrai, j'ai un algo le meilleur du monde. Plus facile à programmer, juste un parcours qu'on répète. Voilà. Alors je n'ai pas le temps de parler de ça, mais juste un mot pour ceux qui liront les transparents. En fait, si je prends lexicographique Depth First Search, là, le lexicographique me sert à passer du côté des matroïdes. Voilà. Et ça, j'en ai pas la moindre raison. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais vous montrer typiquement l'algorithme qu'on a dans ces cas-là. L'algorithme typique, c'est ça. On part d'un ordre de cocon, on fait un LexBFS plus sur cet ordre, et après on ramasse la partition en chemin la plus à droite à partir de l'extrémité, et c'est l'optimum.
et j'ai 10 algorithmes qui rentrent dans ce schéma-là. Et si vous vous souvenez de votre cours sur les matroïdes, l'algorithme glouton, il dit bien le lexicographiement max et optimum suivant la somme. Donc là, j'ai le même genre d'algorithme, j'en ai 10, et je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas que le matroïde est en jeu, je vois pas, mais il y a forcément un glouton, c'est par hasard si on a ça. Donc si je regarde par exemple, je pars d'un ordre, je fais l'XBFS+, et après, je récupère à chaque fois le plus proche voisin. 6, quel est son plus proche voisin? C'est 2, et ainsi de suite. Et quand il n'y a pas de plus proche voisin, je dis c'est 9. Et j'ai donc 2 chemins. J'ai une partition des sommets en 2 chemins. Et c'est optimal. Voilà, bon, voilà, c'est optimal. OK? Et juste un truc, je termine. J'arrive même à mettre ça, pour ceux qui ont un cursus informatique, j'arrive même à mettre cet algorithme de recherche des composantes fortement connexes en 2 parcours. J'arrive même à le mettre puisque c'est un parcours en profondeur, j'arrive à le mettre dans ce schéma-là en 2 parcours. C'est assez normal que ça marche. Voilà. Donc, voilà les questions. Il y a plusieurs questions pour Aléa. Et puis, merci.